je vais laisser la parole à Monsieur Lepère, Philippe Lepère, qui est beaucoup plus compétent que moi, sans aucun doute, pour tout le sujet qui va nous traiter maintenant, qui va concerner la plantation, l'entretien, la culture des plantes vivaces. Monsieur Lepère est pépiniériste tout près de chez moi, en Indre-et-Loire, à Brémont. Et sa pépinière s'appelle la Palette végétale, c'est vous dire que la quantité de plantes qu'il y cultive est très importante. Il est spécialiste des plantes vivaces, mais il n'a pas que ça dans sa pépinière. Et donc, je vais lui laisser maintenant la parole pour qu'il nous fasse part de deux choses beaucoup plus techniques et pratiques que je n'aurais pu faire moi-même. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Lepère. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, je vais me présenter brièvement puisque vous l'avez déjà fait un petit peu. Donc, j'ai une formation en pépinière et également en jardin et paysage. Donc, je dirige une petite pépinière. On produit à peu près 30 000 godets de plantes vivaces et conteneurs sur 700 variétés. Donc, un choix relativement large, mais enfin, il y a plus que ça, hein. 2500 conteneurs d'arbustes. Et le maître mot, on va dire, de la pépinière, c'est l'adaptation des végétaux produits à la région. Donc, ça sous-entend au climat et au sol de la région, avec un apport de conseils que je considère comme très important. Conseils aussi bien au niveau de l'association des plantes que de la façon dont on peut les cultiver. Alors, on m'a demandé de parler de la culture et de l'entretien des plantes vivaces au jardin. C'est vaste. Je vais tout de suite exclure toutes les plantes aquatiques ou de berges, etc., ce qui est quand même particulier, qui intéresse peut-être un petit peu moins les participants. Donc, on va s'attacher aux cultures et à l'entretien des plantes vivaces on va dire dans les plates-bandes, dans les massifs, de façon plus classique. Alors, le premier chapitre, j'ai intitulé Implantation des plantes vivaces au jardin. Il va se scinder en deux points. Le premier point, c'est la période de plantation. C'est souvent une question qu'on nous pose, nous professionnels. Est-ce que c'est le moment de planter ces végétaux? Alors, on considère souvent que la période de plantation la plus propice, c'est le printemps pour les plantes vivaces, de mars à mai. On peut quand même réviser et préciser un petit peu cette période à la lumière de trois facteurs. Le premier facteur, c'est le climat local. Par exemple, pour avoir vécu en Normandie et en Bretagne, on sait très bien que sur le littoral, on peut, là où il ne gèle quasiment pas, on peut planter des très beaux massifs de plantes vivaces dès l'automne et on obtient de très bons résultats. Ça permet souvent d'ailleurs aux plantes de commencer à s'enraciner avant la période hivernale, voire pour certaines plantes de s'enraciner même pendant l'hiver. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, c'est un exemple de plante qui s'installe pendant la période hivernale, hein, l'épimedium, qui est un très bon couvre-sol, et qui est une plante parfaite justement en sous-bois ou qui peut également résister sous les arbustes. Une plante, on va dire, qui travaille en période hivernale, c'est les bordorians, puisqu'elle fleurit très très tôt. Hein, c'est le cas également des pervenches, toutes ces plantes qui sont à floraison, on va dire, de fin d'hiver ou de début de printemps, sont en végétation, même si c'est faible, pendant la période hivernale, et on peut les installer bien sûr avant avant l'hiver.
le dérèglement climatique, c'est le deuxième point que je voulais aborder par rapport au climat local qu'on vient de faire. On a de plus en plus des hivers doux, des printemps qui peuvent être chauds et secs. En Touraine, par exemple, on peut avoir du 25 degrés dès le mois de mars. Alors, c'est un facteur qui encourage les paysagistes notamment à planter dès l'automne quand les conditions le permettent. Et quand les conditions le permettent, ça signifie surtout qu'il faut prendre en compte un troisième facteur qui est la nature du sol. On sait très bien que la rusticité des plantes vivaces est souvent liée à la teneur en eau du sol dans les terrains lourds. Donc, terrain lourd, on va dire terrain argileux pour simplifier. Et donc, pour ces terrains-là, on a une forte teneur en eau et on conseille à ce moment-là, enfin un risque de forte teneur en eau au moment des gelées, on conseille dans ce cas-là de reporter les plantations plutôt en fin d'hiver, début de printemps, alors que dans les sols légers ou on va dire normalement drainants, on peut envisager, même sous climat plus continental, des plantations d'automne. Alors, par rapport au sol lourd, c'est encore plus vrai de faire attention, notamment pour toutes les plantes qui sont d'une rusticité limitée, qui sont adaptées au plein soleil, les, les plantes alpines, de rocailles, de jardins alpins, les plantes méditerranéennes. Donc, un exemple, par exemple, ici, les sauges, les, à petites feuilles. Dans cette diapo, on peut également voir deux plantes qui sont un peu sensibles à ça, le pastémon, qui n'est pas une plante spécialement méditerranéenne, mais dont la souche est un peu ligneuse. Et dans les terrains lourds, en hiver, elle peut geler. L'armoise aussi, qui est une plante plutôt de terrain chaud et bien drainant. Une armoise, alors qui peut, celle-ci, s'installer même dans des terrains très, très caillouteux et très adaptés au plein soleil et aux terrains très secs. Donc, éviter les plantations en sol lourd de toute façon, mais encore moins en automne. Autre plante caractéristique également, les agapanthes qu'on évitait de planter jusqu'alors dans les régions continentales. On en plante maintenant, mais je les décommande fortement de les planter en début d'hiver parce que c'est quand même assez risqué. Alors, le deuxième point sur l'implantation des plantes vivaces au jardin, c'est le choix des végétaux et leur adaptation au jardin. C'est un peu trop souvent laissé pour compte. Il y a deux stratégies: identifier les exigences de base des plantes et essayer de trouver des terrains appropriés ou améliorer la nature du sol par des techniques culturales, drainage, arrosage, apport d'amendements, etc. Ce sont des procédures qui sont plutôt utilisées pour les amateurs de plantes, les collectionneurs, qui sont plus attachés, on va dire, à enrichir une collection qu'à un esthétique ou à une cohérence des plantations. Mais c'est quand même assez coûteux et assez difficile à faire, hein. Modifier la nature d'un sol, c'est quand même pas donné, c'est pas très facile. Donc la deuxième stratégie, on va dire, est plus abordable, c'est de partir de l'identification de la nature du sol, à savoir quel est le pH, l'acidité, est-ce que c'est un sol drainant, les variations d'humidité pendant les saisons, la richesse du sol en matière organique et l'exposition. Une fois qu'on a fait ça, on prend en compte le climat local et on peut établir un rapprochement avec des milieux naturels. Est-ce que on est plutôt dans une situation qui se rapproche d'un milieu méditerranéen, milieu forestier, zone humide, lande, milieu de montagne, si c'est très pierreux, etc. Et on va rechercher des plantes adaptées à tous ces critères. C'est un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure. On va faire une étude et établir une liste de plantes. Ça permet notamment d'éviter, d'éviter non, mais de limiter les échecs et puis donc d'éviter également les trous dans les futures plantations parce que les plantes n'ont pas été bien choisies.
Ça permet également de partir sur une base cohérente de conception, c'est-à-dire pour moi d'éviter des cohabitations forcées et un peu contre nature, des plantes de lieux humides qui cohabitent ou que l'on veut faire cohabiter avec des plantes méditerranéennes de terrains secs ou de terrains calcaires. Alors, quelques exemples ici, une reine des prés ornementale, mais qui, comme son nom l'indique, pousse dans des lieux plutôt frais, voire humides. Véronicatrum, plante assez luxuriante, mais s'il y a suffisamment de fraîcheur et d'humidité, très à la mode en ce moment, très graphique. Et voilà une autre plante, mais qui n'est pas du même milieu, des petits géraniums, à la limite des plantes de rocaille, terrain plutôt sec, caillouteux, bien drainant. Un éringium, parifolium, qui lui aussi nécessite des terrains très très drainants, plein soleil. Le Rodgersia, ça c'est une plante de milieu humide, frais, riche en matière organique pour que le feuillage se développe bien. C'est une plante essentiellement intéressante pour le feuillage. Les hostas, bien sûr. Alors là, c'est une plante à la fois de terrain frais, humide, riche en matière organique et plutôt exposée mi-ombre, voire à l'ombre. Le deuxième point, c'est la préparation du sol. Les quelques clés pour réussir les plantations de vivaces. La première, c'est sans doute la plantation sur sol propre, dont le but est de favoriser l'installation et l'occupation rapide du terrain par les plantes vivaces et pour ne pas laisser la place aux adventices. Alors, on n'utilise plus de produits chimiques. Donc, on peut conseiller, lorsqu'il y a des adventices vivaces, comme du liseron, du chianan, etc., de positionner une bâche noire non perméable et assez épaisse pendant au moins 1 an avant la plantation. Ça permet d'éliminer une partie de ces vivaces, de les réduire. Et puis, pour les petites surfaces, bien sûr, le traditionnel travail du sol à la fourche bêche permet d'éliminer une bonne partie des racines. Une fois le sol relativement propre, on peut envisager le travail du sol. 30 cm, c'est une moyenne, une profondeur moyenne est suffisante pour la plupart des plantes vivaces. Si le sol est lourd, il faut être vigilant sur la période de travail du sol. Dans les sols argileux, par exemple, on sait que sur des sols secs, des travails mécanisés à la motobineuse, ça ne permet pas un travail suffisamment en profondeur. Si ce sol est trop humide, ça ne permet pas non plus de descendre suffisamment profond. Et en plus, ça favorise des phénomènes de lissage qui vont imperméabiliser encore plus le sol. Donc, c'est à éviter. Et c'est très difficile, en fait, la période de travail du sol est souvent réduite. Il faut, à l'automne et au printemps, il faut faire ça au moment où le sol n'est pas trop pourvu en eau et il reste suffisamment humide pour que la mécanisation puisse avoir un effet favorable. Donc, c'est souvent une période assez courte. Dans les sols légers, on peut préparer, bien sûr, les sols juste avant la plantation. On en profite pour faire les amendements organiques à base de compost, terreau, incorporer et niveler également la couche superficielle du sol. Pour la préparation de la plante, le premier point, c'est de ne jamais planter de motte sèche. Donc, on ne peut que conseiller de bien arroser les plantes la veille de la plantation, voire de tremper les godets qui sont les plus secs. Je recommande de le faire la veille pour éviter d'intervenir sur des plantes qui sont encore gorgées d'eau. Le jour de la plantation,
La première étape, qui n'est pas la plus facile, c'est de disposer les plantes sur le terrain. Ce n'est pas la plus facile parce qu'il faut savoir interpréter un plan de plantation, s'il y en a un, et puis également disposer les plantes en corrigeant ou en adaptant les distances de plantation par rapport au développement des plantes. Donc ça nécessite une certaine connaissance des plantes. La plantation proprement dite, je vais passer assez rapidement, c'est l'enlèvement du godet, de retirer une petite partie superficielle du godet pour enlever les mousses ou les adventices. On peut aussi couper ou enlever le fond du godet ou les coins si c'est vraiment très, très dense au niveau du système racinaire. On plante et ensuite, une opération importante qu'on oublie souvent, c'est de tasser à la main, plutôt à la main pour les vivaces, hein, sur les séquiers, mais tasser à la main autour de la motte pour bien asseoir et bien faire adhérer la terre aux racines. Suite à cette préparation de la plante et plantation, on peut effectuer un arrosage, surtout pour les plantations de début d'automne et de printemps et fin de printemps surtout. Les plantations hivernales, ce n'est pas forcément nécessaire de faire des arrosages. Ça permet ce qu'on appelle le plombage ou le bornage de la plante et ça favorise bien sûr les reprises. Le paillage est un point important de la culture des vivaces. Ça consiste à recouvrir les surfaces plantées de parties plantées. Il y a de multiples matières premières maintenant. L'objectif, c'est de limiter la germination et le développement des adventices. J'insiste là-dessus, ce n'est pas d'empêcher les orties, le liseron ou les adventices vivaces de pousser. Ça ne marche pas, mais c'est déjà pas mal d'éviter la germination des adventices. Ça maintient également la fraîcheur du sol, ça donc limite les arrosages. Ça atténue l'effet du piétinement lors des entretiens et participe aussi en se dégradant à enrichir le sol. Pour que ça soit efficace, il faut en apporter ni trop peu, ni trop. 6 à 8 cm, ça suffit. Si on en apporte trop, notamment dans les sols lourds ou trop humides, ça peut provoquer des pertes importantes pour les végétaux qui n'aiment pas avoir le collet à l'humidité, pour toutes les plantes méditerranéennes, toutes les plantes qui ont besoin absolument d'un terrain drainé. Si en plus on leur met trop de paillage, certaines personnes ont fait la triste découverte au printemps d'avoir beaucoup de pertes, hein, des pertes conséquentes. Donc, pour ces sols-là, on attendra la fin de l'hiver pour pailler. Pour les sols légers et filtrants, bien sûr, on peut le faire aussitôt après la plantation. Au niveau de l'entretien, sécheresse et de canicule sont de plus en plus fréquentes. Donc, il est nécessaire de prévoir ce qu'on appelle des arrosages de survie pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire des arrosages qui sont conséquents, importants, mais pas fréquents. L'objectif étant de rafraîchir le sol sur une bonne profondeur pour faire descendre le système racinaire des plantes vivaces et éviter que le système racinaire ne remonte et ne se maintienne sous le paillage, là où c'est frais, si on arrose trop fréquemment, ce qui a l'effet inverse, hein, donc il faut faire descendre le système racinaire. L'entretien sur le désherbage, je vais dire peu de choses parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît. On peut dire simplement que c'est facilité par la présence des paillages, hein. Tous ceux qui ont mis des paillages au niveau des massifs se sont aperçus que c'est effectivement plus facile à désherber. L'entretien quasi annuel et obligé des plantes vivaces, c'est certainement la taille des parties aériennes fanées. Alors, il y a 2 écoles qui s'opposent un petit peu. C'est celle de la fin de floraison en automne
où on intervient pour rendre propre et limiter les semis naturels. Donc ça, c'est la première école. Et puis une deuxième qui est un petit peu plus naturaliste et qui prend, on va dire, un peu d'ampleur, qui préconise de conserver les parties fanées l'hiver pour jouir un petit peu du spectacle des inflorescences, etc. Et ne faire une taille que à la fin en février. Ne pas tarder pour les graminées notamment, ne pas aller au-delà de fin février car on risque de couper les nouvelles pousses également. Alors à noter que de maintenir les feuillages pendant la période hivernale, ça peut aussi aider à protéger les souches des vivaces les plus fragiles pendant les grandes périodes de gel. Alors, il faut également, en entretien, noter la division des souches. On observe qu'au bout de 4-5 ans, certaines plantes fleurissent moins, se creusent au niveau du centre et puis deviennent plus sensibles aux maladies. Et dans ces cas-là, il sert de procéder au rajeunissement des souches par division. Bon, c'est très difficile de faire une liste de toutes les plantes qui supportent ce traitement, car ce n'est pas le cas pour toutes, d'autant que cette division ne se fait pas à la même période pour toutes les plantes. C'est surtout donc une observation qui me paraît la plus importante. Plus on voit que le système racinaire est un chevelu avec des pousses en périphérie plus on peut penser que c'est une plante qui supporte d'être divisée. Et on va dans ce cas arracher la vieille souche, la diviser et replanter les parties les plus externes à la souche. Ce sont les parties les plus jeunes, bien sûr. On en profitera pour limiter le développement des plantes les plus agressives, boucher les trous si c'est nécessaire et rééquilibrer la plantation pour conserver l'idée de conception de départ. On peut également en profiter lors de ce travail pour refaire des amendements, des apports d'amendements et puis renouveler le paillage si nécessaire. En conclusion, je dirais que s'il est difficile de donner des éléments, des informations sur les maladies et les ravageurs des plantes vivaces parce qu'elles sont trop nombreuses, on peut dire que la diversité végétale, le respect des bonnes règles de plantation, de conception et un entretien approprié sont une source de bonne santé des végétaux et ça assure et ça limite, on va dire, le développement des maladies et des ravageurs. Pour terminer, quelques petites diapos. Donc, vous avez vu celle-ci, qui est un exemple de jardin sur gravier, où là, on a un exemple de choix des végétaux et d'association adaptée à un type de sol et à un type de paillage qui est un paillage ici minéral. Une conception plus classique, mais au premier plan à gauche, une association de plantes soit méditerranéennes, soit, on va dire, plutôt aromatiques avec des sauges, des santolines, des hélichrysomes, des origans. Ce sont des plantes qui ont à peu près les mêmes besoins. On n'y a pas mis de stade, fougère ou autre plante de lieu humide. D'une conception plus classique de plate-bande, où là, se côtoient des plantes qui peuvent supporter des terrains assez secs, le perovskia par exemple, mais aussi des solidago, des sédums. C'est un environnement de frais ou humide avec, on y retrouve les fougères, les plantes à feuillage luxuriant, les astibes, les hostas, les rodgersia, les carex. On n'y a pas mis de plantes de milieu alpin. Et puis un autre exemple, des plantations de style plutôt que l'on qualifie de grandes prairies, avec là aussi une multiplicité, enfin un choix important de plantes, mais avec des gros volumes et des hauteurs souvent assez importantes.
voilà, je suis désolé pour le problème de diapo. J'espère que je ne sais pas si je suis dans les temps. Bah, écoutez, c'était extrêmement complet. Non, vous avez peut-être un peu débordé, mais j'osais pas vous arrêter parce que c'est sûr que c'était pas très facile de parler de tout ça dans un petit temps. D'ailleurs, Non, je suggère à tous nos auditeurs de se reporter au document résumé de votre intervention qui oui, est c'est plus aussi complet. extrêmement complet. Donc, je pense qu'ils pourront trouver là des informations si quelque chose leur a échappé. Alors, on a quelques questions. Euh, alors, une question très technique. Mhm. Quelqu'un demande, Brigitte Cardin demande, suite à une plantation, quel est le volume d'arrosage à apporter par rapport à la taille du godet? Est-ce qu'on a des idées sur ce sujet? Alors, le volume, ah bah, pour un godet, on va dire qu'il faut calculer, hein, ce qu'il faut, c'est plutôt raisonner en matière de profondeur du sol. Le godet fait à peu près 10 centimètres. Il faut humidifier les 10-15 premiers centimètres du sol après la plantation, de façon à ce que le godet soit dans un milieu frais et humide juste après la plantation. Alors là, j'ai une autre question technique aussi. À la plantation, est-ce que vous recommandez ou est-ce que vous proposez des amendements pour les plantes vivaces au moment de la plantation? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ben, recommander, c'est toujours un petit peu délicat. Ça veut dire que je vais être obligé de citer des marques. Non, je dirais que moi, je préconise les amendements organiques, hein, tout ce qui est à base de fumier, composté, déshydraté, les composts maison, hein, tout ce qui est compost et apport de matière organique, ça apporte des éléments fertilisants en petite quantité. C'est pour ça qu'on les classe dans les amendements. Et sauf exception de sol vraiment très, très pauvre, je ne préconise pas de l'utilisation d'engrais, on va dire, chimiques qui favorisent des pousses souvent excessives et qui fragilisent les plantes par rapport aux maladies, etc. Euh, alors, un spectateur anonyme nous demande comment définir l'exposition exacte pour les plantations selon les livres. On trouve des expositions différentes. Bon, et que signifie, surtout la question, c'est que signifie mi-ombre? Alors, mi-ombre, pour moi, c'est soleil du matin. C'est le bon exemple, hein. On a une exposition est. Le soleil du matin, c'est le soleil qui est le moins brûlant, la période de la journée la moins chaude, surtout en été. Donc, voilà, le soleil tourne. On a du soleil pendant la période matinale et ensuite, la plantation se trouve à l'ombre. Voilà, pour moi, un exemple de mi-ombre. Alors, l'ombre peut être projetée soit par des bâtiments, soit par des arbres, mais je considère plutôt que mi-ombre, c'est soleil du matin, parce que le soleil de l'après-midi est très, très chaud, peut être brûlant, et dans ces cas-là, même si c'est qu'une demi-journée, c'est quand même plus tellement mi-ombre, hein. Bon, on va peut-être bientôt s'arrêter. Alors, il y a une dame là qui dit qu'elle est en région méditerranéenne. Alors, elle dit que sa question sort un petit peu du sujet, je ne trouve pas. Mais voilà, je suis très ennuyée par les chats de mes voisins qui prennent mes parterres et jardinières pour des litières. Avez-vous des pistes de plantes réellement efficaces pour éloigner les chats? Pour le moment, je surmonte tout de branches épineuses sauvages, mais ça n'est pas toujours efficace. Voilà. Ouais, non, j'ai pas de, je n'ai pas de solution par rapport à ça. Non, c'est vraiment, c'est compliqué, d'autant plus qu'ils apprécient la présence des paillages et que, bon, je dirais que quand les plantes se développent bien et que la plantation est assez dense, ça limite quand même les effets des chats.
Après les plantations, après les jeunes plantations, c'est vrai que ça peut provoquer des dégâts, mais j'ai malheureusement pas de solution pour ce genre Alors, de choses. juste après, je vais vous faire part à tout le monde de deux commentaires. Mmh. Voilà, il y en a un, c'est alors l'ASH 79, je ne sais pas ce que c'est, mais a créé un jardin sec dans une zone plein soleil, mais située à 100 mètres de la rivière. Et donc, Madame Pougnard explique que dans ce cas-là, le sol était évidemment plutôt humide et a d'abord été recouvert d'une toile, elle-même recouverte de gravier et de cailloux. Donc, Mmh. on a fait un sol artificiel finalement, à ce que je vois. Oui, et c'est contre là, c'est ce que c'est un parfait exemple de choses qu'il faudrait pas faire puisque le fait d'avoir, paillé, avec, une toile, si j'ai bien compris, plus, un paillage, ça maintient encore plus l'humidité au niveau du sol et que si on a implanté des végétaux de terrain sec, et bah, c'est surtout ce qu'ils n'aiment pas. Donc je pense qu'il doit y avoir des plantes qui n'apprécient pas effectivement. D'autant qu'à proximité d'une rivière, on peut avoir des remontées d'eau, hivernales et une humidité assez forte et assez constante, l'hiver. Donc, bah, oui, c'est je Alors, ce que je crois comprendre là de la remarque, c'est que la toile a été mise pour limiter les remontées, je pense, du sol. C'est-à-dire une toile imperméable et dessus quelque chose de complètement hors sol, je dirais. En fait, c'est plutôt comme ça que je dirais. Donc gravier et cailloux pour une zone, pour quelque chose qui empêche l'eau de remonter. Alors j'ai un autre complément à ce que vous avez dit. Donc quelqu'un propose pour faciliter le travail des sols lourds, on peut aussi les bâcher en automne de façon à limiter l'arrosage par les pluies. oui, 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 c'est possible, oui, ça mais ça bon, si le sol à l'automne, oui, effectivement, parce que le sol n'est pas encore trop humide, donc il va moins prendre l'eau, ça peut être une solution si on n'a pas une surface, trop importante. Oui. Bon, mais écoutez, vraiment merci beaucoup pour cet exposé très complet. Je pense qu'on va devoir changer d'orateur. Voilà, mais Donc, merci. merci à vous.